Alors, je vous remercie d'être ici ce matin, finalement. La présentation, à l'origine, était présentée au symposium sur les taxes à la consommation. Puis, on voulait faire la différence entre la règle pour revente rapide en impôt, puis voir quel impact ça pouvait avoir avec la TPS-TVQ. Puis, finalement, le résultat est qu'il n'y a pas d'impact en TPS-TVQ, mais on va quand même vous rappeler quelle situation fâcheuse que vos clients pourraient se retrouver, devant lequel ils pourraient se retrouver, puis comment on peut éviter de se retrouver devant des situations comme ça. C'est sûr que pour les taxes, on se retrouve souvent après coup, lorsque la transaction a déjà eu lieu, puis que le problème est là, puis on veut le régler. Mais par contre, ça va vous donner une idée de ce qu'on vit de ce temps-là, puis comment on peut l'éviter. Puis Julie, mais elle va plus aborder la situation au niveau de l'impôt sur le revenu, quelles questions qu'on peut se poser, comment on peut s'attendre que ça va se présenter là, dans les prochaines années. Parce que c'est sûr que la mesure est tellement nouvelle qu'on n'a pas eu beaucoup de cas. Là, en fait, vous n'avez pas eu beaucoup de cas sur lesquels vous penchez. OK, parfait. Vous entendez bien? C'est mieux? OK. Alors, on voulait aussi remercier particulièrement Myriam Leblanc, qui est récemment diplômée là, de la maîtrise en fiscalité. Elle a fait son essai sur les flips immobiliers, puis elle a comparé cette règle, un essai de plusieurs pages là, dans lequel elle fait la comparaison entre les nouvelles règles et les règles de TPS-TVQ. Puis, il va aussi y avoir un article qui va être publié dans la revue bientôt, là, qui est comme un résumé vraiment de son essai. Alors, je tenais à la remercier. Là, on s'est inspiré grandement de son travail. C'est à toi? Oui, c'est bon. Parfait. Je laisse la parole à Julie. Parfait. Donc, peut-être une petite mise au point avant de débuter. Comme Annick le disait, ça va être un survol des règles. Là, on a 45 minutes, donc on ne pourra pas entrer en détail là, dans tout ce que ça pourrait couvrir. Par contre, je vous invite, si vous voulez approfondir le sujet, à lire l'article qui a été écrit par Julie-Hélène Tremblay, qui s'intitule les nouvelles présomptions fiscales pour freiner la spéculation liée à la revente précipitée de logements. Très sincèrement, c'est une pépite. C'est vraiment un super texte. Donc, je vous invite fortement à en prendre connaissance, puis vous allez pouvoir approfondir le sujet. D'ailleurs, on s'en est fortement inspiré là, pour la présentation. Oui, puis ce que je voudrais peut-être ajouter là-dessus, c'est que Julie a fait vraiment une présentation... Julie-Hélène Tremblay? Oui. Elle fait vraiment, elle décortique toutes les jurisprudences sur exploiter une entreprise, une affaire à caractère commercial, fait que ça peut nous donner vraiment des munitions si jamais on se retrouve là, devant un vérificateur. Parfait. Donc, on va débuter par un petit historique. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intention qui sont derrière ces mesures-là, dans le fond, c'est de limiter la spéculation immobilière en mettant un frein à certaines reventes précipitées de logements. Donc, et ça a été exprimé pour une première fois dans le budget 2022. Ensuite, on a eu l'énoncé économique à l'automne 2022 et le projet de loi C-32, qui est devenu une loi le 15 décembre 2022, donc qui est venu là, enchasser ces nouvelles mesures-là. Et il faut également dire que les dispositions adoptées ont été modifiées en 2023 afin d'intégrer les changements qui avaient été prévus à l'énoncé économique de 2022. Donc, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures visaient essentiellement les particuliers. On a élargi les mesures pour qu'elles s'appliquent à tout contribuable. Donc, les mesures concernant les reventes précipitées s'appliquent depuis le 1er janvier 2023 à toute disposition d'un logement visé. Le Québec s'est harmonisé également avec le fédéral le 9 janvier 2023 et on va retrouver ces dispositions-là principalement au paragraphe 12 à 14 de l'article 12 de la LIR et aux articles 91.2, 91.3 et 91.4 de la loi de l'impôt.
On le sait, les municipalités, les organismes communautaires font état d'une crise de logement actuellement au Canada. La SCHL, quant à elle, va parler d'une crise d'abordabilité des logements. Donc, sans qualifier cette situation-là de crise, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a affirmé dans son discours sur le budget 2022 que le problème il résidait simplement dans le fait que le Canada n'a pas suffisamment de logements de disponibles. Donc, ça prend plus de logements plus rapidement. Et puis, c'est dans ce contexte-là, dans les fonds, que le gouvernement fédéral a indiqué son intention dans le budget 2022 de mettre en place des mesures qui visent à réduire le nombre de logements inutilisés. Donc, on se rappellera, là, la fameuse taxe TLSU et l'agréable formulaire qu'on a à compléter. La facilité aussi à l'accès à la propriété et, bien évidemment, de limiter la spéculation immobilière. Donc, les règles fiscales particulières là, qui concernent la revente précipitée de logements visent principalement là, les trois objectifs que vous voyez là, sur le PowerPoint. Donc, assurer que la revente de biens immobiliers résidentiels dans le but de réaliser un profit soit soumis à l'imposition, de protéger l'exemption pour résidence principale aux réelles transactions où elle doit s'appliquer et de ralentir la hausse des prix des résidences. Donc, la mesure anti-flip s'oriente surtout autour du concept de biens à revente rapide et, comme je l'ai mentionné, ça va se retrouver essentiellement au paragraphe 12 à 14 de l'article 12 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Donc, ces paragraphes-là, ce qu'ils vont prévoir, c'est la transformation du gain en capital qui serait normalement réalisé lors de la revente d'un bien immobilier résidentiel. Donc, ça va être reconverti en revenu d'entreprise dans la mesure où le bien il a été détenu moins de 365 jours et ce, peu importe l'intention du vendeur. Donc, on ne va pas aller voir les règles habituelles d'intention et tout ça. Du moment qu'on rentre dans les conditions d'application là, des paragraphes 12 à 14, les règles vont s'appliquer. Et ces paragraphes-là vont également prévoir la transformation de la perte. Donc, si au lieu de réaliser un gain, on réalise une perte éventuelle, bien, ça va devenir une perte sèche, donc sur le plan fiscal. Et on va aussi voir tout à l'heure qu'il y a certaines exceptions qui font en sorte là, que les règles ne vont pas s'appliquer. Donc, parmi les éléments qui ont été retenus par le législateur pour le concept de bien à revente précipité quant à un immeuble, on doit rencontrer tous ces critères-là, dans le fond, pour être assujetti aux règles de revente précipitée. Donc, premièrement, le contribuable doit réaliser un gain en capital ou aurait pu réaliser un tel gain n'eût été le fait que l'affaire a mal tourné, là, selon les circonstances pour lui. Il ne faut pas que ce soit déjà un bien qui soit considéré comme un bien en inventaire du vendeur. Donc, il faut vraiment que ce soit une immobilisation. Il doit s'agir d'un logement. Pour ce qui est du Québec, ça doit porter un numéro de lot, donc c'est un logement cadastré. Ou ça porte aussi sur les droits d'acquérir un immeuble, un logement. Bien évidemment, le logement doit être situé au Canada. Et selon le paragraphe 13 de l'article 12, le contribuable doit avoir détenu le logement ou le droit d'acquérir ce logement-là pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition ou l'avoir détenu moins de 365 jours après l'acquisition effective d'un droit d'acquérir le logement. La disposition doit survenir après le 1er janvier 2023, donc ça ne touche pas les transactions antérieures à cette date-là. Et aucune des causes de revente précipitée constituant les éléments de vie. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des éléments d'exception à l'application des règles. Donc, qui sont prévus là, essentiellement au paragraphe 13A à I de l'article 12. Il ne faut pas que ces éléments de vie-là existent. Donc, on vous en a mis justement une liste de ces éléments de vie-là qui pourraient contrer l'application
des règles. Donc, bien évidemment, le décès du contribuable ou d'une personne qui lui est liée, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement prévoir. L'ajout d'une personne au ménage, soit par la naissance, l'adoption, un parent âgé. Un contribuable qui quitte sa résidence pour se joindre au ménage d'une personne liée. Donc, par exemple, un parent âgé qui vend sa résidence pour aller habiter avec son ou ses enfants. En cas de séparation ou de divorce, vivre séparément au moins 90 jours avant la revente. Une menace à la sécurité personnelle du contribuable ou d'une personne liée qui fait en sorte qu'il est obligé de déménager. Le contribuable ou une personne liée souffre d'un handicap ou d'une maladie grave qui fait en sorte qu'il ne peut plus habiter dans cette résidence-là. La perte involontaire d'emploi du contribuable, de son époux, de son conjoint de fait. Une réinstallation du contribuable, de son époux ou de son conjoint de fait dans le but, entre autres, d'exploiter une entreprise, d'occuper un emploi ou de suivre des études postsecondaires à temps plein. Le particulier, son époux, son conjoint de fait, change d'emploi. La nouvelle habitation se trouve à au moins 40 km plus près du nouveau lieu de travail. L'insolvabilité du contribuable ou la destruction ou l'expropriation du bien. Je voudrais juste rajouter, ces mêmes règles-là vont pouvoir être utilisées au niveau de la taxe de vente lorsqu'on veut venir établir si la vente est taxable ou non. Puis je vais le voir je vais vous expliquer tantôt, là, c'est lorsqu'on détermine si la personne est un constructeur puis que la revente de la propriété serait taxable. Par contre, s'il y a une des exceptions qu'on vient de mentionner qui est applicable, mais là, on pourrait ne pas se qualifier de constructeur. Donc, ce qu'on peut voir là, qui ressort de ces éléments qui ont été retenus par le législateur, c'est qu'à peu près tous les logements sont visés dans les faits par les nouvelles règles, mais que dès le départ, il faut déterminer s'il s'agit d'un logement de nature capitale, donc qui constitue une immobilisation, ou si c'est un bien qui fait partie de l'inventaire du vendeur. Et là, dans ce cas-là, ce sera les règles générales fiscales qui viendront s'appliquer. Donc, s'il s'agit d'un bien en inventaire, les règles sur la revente précipitée ne vont pas s'appliquer. L'analyse va s'arrêter là, tout simplement. Et il faudra se référer dans ce cas-là aux règles applicables afin de déterminer la nature du revenu gagné. Là, on le sait, la qualification du gain tiré d'une opération d'achat ou de revente d'un immeuble à titre de revenu ou de capital, ça va demeurer une question de fait et d'intention. Là, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment les règles auxquelles vous êtes habitués là, dans un contexte de bien en inventaire qui vont s'appliquer. On sera soustrait aux règles de revente précipitée. Puis je rajouterais aussi, dans ces cas-là, la même conclusion auquel vous allez arriver en impôt va nous servir au niveau de la TPS-TVQ aussi, puisque si vous concluez que c'est une entreprise ou c'est une construction qui a été réalisée dans le cadre d'une entreprise, mais cette même conclusion-là va s'appliquer dans notre cas. C'est quoi les conséquences si jamais on entre dans les règles de revente précipitée? À ce moment-là, le bénéfice qui découle de la vente va être réputé du revenu d'entreprise au lieu de constituer du gain en capital. L'exemption pour résidence principale ne s'appliquera pas, bien évidemment, et la perte va être réputée nulle en vertu du paragraphe 14 de l'article 12 de la loi. Donc, comme on vient de le voir, le législateur il a quand même prévu plusieurs exclusions à la définition de biens à revente précipitée. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, les fameux éléments de vie, ce qui fait en sorte que ça nous permet un certain allègement dans plusieurs circonstances. Par contre, puis là, je pense que je vais surprendre personne ici ce matin, il ne semble pas avoir réfléchi, ou en tout cas très peu, au fait qu'il y a des opérations typiques qu'on fait là, dans le cadre de réorganisation corporative, puis des opérations de tous les jours qui pourraient faire en sorte que le contribuable détiendrait le bien moins de 365 jours consécutifs. Et là, ça nous amènerait à avoir une requalification de notre gain en capital en revenu d'entreprise. Ce qu'on peut constater, c'est que l'aspect problématique de ces situations-là, donc j'en ai ressorti quelques-unes, on va pouvoir les regarder ensemble, ça réside dans le fait qu'actuellement, il n'y a pas de disposition dans la loi qui permet la continuité de la propriété en certaines circonstances. Donc,
si ça n'existe pas, on ne peut pas les inventer. On ne peut pas juste décider de les appliquer parce qu'ils existent en d'autres circonstances dans la loi là, de manière précise. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va se retrouver dans des situations fâcheuses d'application de la loi alors que normalement, les règles n'auraient pas dû s'appliquer. Donc, un premier exemple, ça va être dans le cas où on a un contribuable qui transfère un logement qui, lui, l'a détenu depuis plus de 365 jours à titre d'immobilisation et on le transfère en franchise d'impôt, donc via le roulement qui est prévu à 85.1 à une société liée. Selon les règles actuelles, on a une continuité. Hein? Le cessionnaire qui va recevoir le bien immobilier, normalement, il continue la continuité de son cédant, ce qui fait en sorte que, normalement, quand on dispose du bien, on générerait un gain en capital tout simplement. Par contre, les règles sur la revente précipitée des immeubles font en sorte que si la société qui a reçu le bien dans le cadre du roulement, donc la société cessionnaire, décidait de revendre l'immeuble à l'intérieur du délai de 365 jours, à ce moment-là, il y aurait reconversion là, avec les règles actuelles du gain en capital en revenu d'entreprise. Un deuxième exemple va se produire dans le cas d'attribution d'immeubles par une fiducie à un de ses bénéficiaires. Donc, lorsqu'on transfère au coût le bien en vertu de 107.2 de la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, à 40, paragraphe 7, le bénéficiaire est réputé dans ce cas-là être le propriétaire du bien pour la même période que la fiducie en était propriétaire avant le transfert. Par contre, cette règle-là va s'appliquer seulement en vertu de l'alinéa 42B de la définition de résidence principale qui est à l'article 54 et ne s'applique pas à nos nouveaux articles au paragraphe 12 à 14 de l'article 12 de la loi. Donc, qui plus est, on prévoit également que 12.12 a préséance sur l'alinéa 42B. Donc, même résultat ici, à moins d'être en mesure d'affirmer que le bénéficiaire détient le logement en raison de son statut de bénéficiaire de la fiducie, avant que la fiducie le lui attribue, les règles de revente précipitée vont s'appliquer. Et si le bénéficiaire décidait de revendre l'immeuble à l'intérieur du délai de 365 jours, même chose, requalification du gain en capital en revenu d'entreprise. On s'entend que ce résultat-là va quand même à l'encontre là, de l'article, du paragraphe 7 de l'article 40 de la loi. Donc, clairement, il y aura des discussions à avoir là, au sein des autorités fiscales pour voir ce qu'ils vont faire avec ça. D'autres opérations courantes qui sont susceptibles là, de toucher les règles sur les biens de revente précipités vont se produire en cas de fusion ou de liquidation de société. Donc, en 87.2a, une société qui est issue d'une fusion est réputée être une nouvelle société, ce qui fait en sorte qu'on remet les compteurs à zéro. Le délai de 365 jours va recommencer à courir à compter de la date de la fusion. Même chose au niveau d'une liquidation, c'est ce qui est prévu à 88.1 ou 2 de la loi. Donc, ces dispositions-là ont pour résultat que le bien va être considéré comme détenu par un contribuable différent. On remet le compteur à zéro. On est assujetti aux règles de revente précipitée et dans la mesure où la société issue de la fusion ou la société qui s'est vue remettre l'entièreté des biens dans le cadre d'une liquidation décidait de revendre le bien à l'intérieur du délai de 365 jours. Même chose, requalification du gain en capital en revenu d'entreprise. Pour conclure là, sur les problématiques, il y en a d'autres, on s'entend. Là. Donc, l'idée, c'était juste de lever les petits drapeaux puis de dire, si vous êtes dans une situation régulière de réorganisation d'entreprise, peut-être poser plus de questions aux clients, à savoir c'est quoi ses intentions après. Si on fait une fusion, par exemple, on sait qu'il y a un immeuble qui va transférer à la société issue de la fusion, peut-être allumer les clients pour dire,
Ces règles-là vont s'appliquer pour l'instant à toi. Donc, assure-toi de ne pas revendre le bien avant le délai de 365 jours parce que sinon, mais tu vas être dans le trou. C'est ça le point. Donc, petite piste ou élément de questionnement ici. Imaginons qu'on a un transfert de biens qui se fait entre conjoints. On choisit que le roulement automatique entre conjoints ne s'applique pas. Donc une application de l'article 73.1. Et là, bien, le conjoint qui reçoit le bien, donc le conjoint cessionnaire, décide de disposer du bien à l'intérieur du délai de 365 jours. Dans un cas comme ça, est-ce que le gain réalisé par le conjoint cessionnaire va être réattribué au conjoint cédant en vertu des règles d'attribution qui sont prévues à 74.2? Donc, la question demeure. Puis, si le nouveau paragraphe 12 de l'article 12, si on décidait que ce paragraphe-là avait préséance sur la règle d'attribution qui est prévue à 74.2, bien à ce moment-là, est-ce que le gain va être qualifié de revenu d'entreprise pour le conjoint cessionnaire? Puis, ou la règle d'attribution ne va pas s'appliquer? Donc, la question demeure entière. Ce qu'on peut imaginer, c'est que compte tenu du préambule du paragraphe 12, l'article 12, d'autres articles de la loi, les règles d'attribution auraient préséance sur le paragraphe 12, l'article 12. Donc, ce qui ferait en sorte que les règles d'attribution s'appliqueraient. Donc, le gain qui est réalisé par le conjoint cessionnaire serait réattribué au conjoint cédant. Mais là, est-ce que ce serait du revenu d'entreprise requalifié? Est-ce que ce serait du gain en capital? Pour l'instant, on n'a pas de Q par rapport à ça. Au niveau des formulaires qui seront à compléter dans le cadre de ces transactions-là ou à ne pas compléter, bien, pour ce qui est du particulier, si la mesure de revente précipitée est applicable, le gain va devoir être déclaré en utilisant le formulaire T2125 et le TP80 plutôt que d'inscrire ça à l'annexe 3 de la T1 et de la TP1. Pour ce qui est d'une personne morale, bien à ce moment-là, normalement, on utilise l'annexe 6 de la T2 ou de la CO17, mais ça ne va pas permettre d'ajuster l'inclusion à l'article 1 du revenu comptable qui constitue le gain. Donc, on a une petite problématique ici. Puis, il n'existe pas non plus de formulaire pour indiquer si on se retrouve dans un élément de vie qui fait en sorte qu'on est exempté là, des règles. Donc, ce qu'on préconise, c'est que le particulier, le contribuable va devoir, pour s'assurer là, éventuellement d'invoquer la prescription, va devoir prendre une position puis faire en sorte là, de documenter son dossier pour venir établir c'est quoi le début de la date d'acquisition de son bien puis indiquer l'élément de vie qui s'applique là, au moment de la disposition parce que, bien évidemment, c'est sûr que les autorités fiscales vont venir poser des questions là, par rapport à l'opération qui a été effectuée. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Annick qui va vous entretenir des règles en matière de TPS-TVQ. Je suis sûre que ça va vous intéresser vraiment énormément. En fait, moi, ce que je rajouterais pour la documentation des dossiers, c'est que souvent, c'est qu'on arrive après coup, puis on n'a plus l'information. Puis, vous allez voir dans les situations que je vais vous présenter, c'est peut-être des situations extrêmes d'horreur, mais qui peuvent arriver. Puis, en tout cas, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on éduque nos clients pour dire si vous voulez invoquer une raison, bien, conservez les preuves précieusement à vos dossiers, conservez tout ce que vous pouvez qui peuvent démontrer ce qu'on avance. Puis c'est souvent, parce que c'est souvent ça, lorsqu'on intervient dans un dossier, il nous manque cette petite preuve-là, tous les documents ou les pièces qui peuvent nous aider à démontrer l'intention du contribuable. Puis quand on arrive 4, 5, 6 ans plus tard, bien, ça devient encore plus difficile, puis des fois, c'est même plus. Alors, je pense que j'en ai une situation que je vous présente, qu'on parle d'une douzaine d'années. Alors, je ne vous embêterai pas avec toutes les définitions, mais peut-être mais je les ai quand même présentées. Puis ce que je veux peut-être vous rappeler, c'est que dans la loi, la façon que c'est écrit, c'est que tout est taxable, sauf qu'il y a s'il y a une exception qui est prévue. Puis, on a mis les définitions de fourniture. En vrai, c'est une livraison d'un bien ou prestation d'un service.
Une vente, ben, c'est le transfert d'une propriété. Donc, normalement, pour une propriété, c'est qu'on va passer contrat puis que la propriété va transférer aux nouveaux acheteurs. Une fourniture taxable, ben, c'est une fourniture qui est effectuée dans le cadre d'une activité commerciale. Puis pour les taxes, mais c'est une des définitions clés parce que si on n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale, bien, il y a des exceptions qui peuvent s'appliquer. Surtout lorsque ça vient question de résidence ou d'immeuble d'habitation. Puis aussi, bien, ce que je veux vous mentionner, c'est que ce qu'on vous présente, c'est plus axé au niveau du particulier parce que pour une compagnie, la majorité des exceptions qui peuvent s'appliquer, bien, comme la définition de constructeur, les exceptions qui s'appliquent vont seulement s'appliquer à des particuliers et non à des compagnies ou des fiducies. Alors, c'est pour ça qu'on est plus axé là, vers les transactions avec les particuliers. Donc, activité commerciale, bien, c'est l'exploitation d'une entreprise, au même titre qu'à l'impôt. Quelqu'un qui exploite une entreprise en impôt va l'être au même titre en taxes. Les projets à risque, les affaires à caractère commercial, à l'exception des fournitures exonérées. Fait que si on tombe dans un des articles que je vais vous présenter tout à l'heure, bien, c'est sûr que là, on ne sera pas en activité commerciale puisque c'est une fourniture exonérée. Puis, peut-être petit fait important, c'est que fourniture exonérée, je ne charge pas de taxes, mais je n'ai pas le droit de réclamer aucune taxe sur mes dépenses. C'est vraiment ça la distinction. Puis, réaliser une fourniture, sauf une fourniture exonérée encore là, parce qu'une fourniture exonérée, je ne charge pas de taxes, donc c'est réputé ne pas être dans le cadre d'une activité commerciale. Un immeuble, ben, je pense que c'est qu'est-ce qui est un immeuble au Québec? Bien, c'est les immeubles et les baux qui sont afférents. C'est défini à l'article 900 du Code civil du Québec. Le droit d'acheter un immeuble, là, comme on voyait tantôt, je ne me rappelle pas si j'utilise le bon terme, mais c'est considéré comme un immeuble. Donc, si on a un droit d'acheter et qu'on le revend, puis que c'est considéré dans le cadre d'une activité commerciale, bien là, ça va être taxable. Une autre définition clé, puis qui pourrait aussi, je ne sais pas s'il y a eu, je sais qu'il y a eu une présentation sur les Airbnb, ils vont sûrement parler de cette définition-là. C'est une définition qui est très importante, puis si on se qualifie d'immeuble d'habitation, bien, on va avoir accès à des articles de loi qui peuvent venir exonérer la vente d'un bâtiment. Puis c'est très large, là. C'est la partie constitutive d'un bâtiment qui comprend au moins une habitation. Puis une habitation, bien, ça peut être une chambre dans un hôtel, ça peut être une chambre dans une maison de chambre, c'est une maison, c'est un logement dans une résidence personne âgée, c'est quand même relativement large. Puis toutes les parties communes qui sont nécessaires à l'utilisation de l'immeuble vont être considérées faisant partie de l'immeuble d'habitation. Puis après ça, ben, on dit c'est la totalité du bâtiment qui sert de résidence aux particuliers, à son ex-époux ou au ancien conjoint de fait. Puis principalement, c'est que on l'utilise à 50 % et plus, au même titre que les règles en impôt. Les dépendances qui sont comprises, donc si j'ai un garage même s'il n'est pas attaché, si j'ai un garage qui est relié qui est sur le même terrain que ma résidence, bien, il va être considéré faisant partie de l'immeuble d'habitation. Les maisons flottantes sont considérées comme des immeubles d'habitation. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Je ne sais pas si, peut-être plus dans l'Ouest. Ce qui ne se qualifie pas d'immeuble d'habitation, c'est un immeuble qui se qualifie plutôt un hôtel, un motel qui est loué presque exclusivement à des fins pour des périodes continues de moins de 60 jours. Donc, quand on va louer à la journée, à la semaine, puis 90 % et plus des locations, donc c'est quand même... C'est un peu là que des fois, dans les gîtes Airbnb, qu'on va pouvoir venir se qualifier d'immeuble d'habitation, même si on l'a loué pour des périodes à court terme, parce qu'on ne respecte pas le critère du 90 %. C'est vite, là, mais c'est juste pour vous donner une petite entrée en matière. Les exonérations qui existent sont vraiment prévues à l'annexe 5, partie 1 de la loi sur la taxe d'accise, puis il y en a majoritairement 4 qui vont s'appliquer. L'article 2, 3, 4, c'est vraiment des immeubles d'habitation, puis là, c'est pour ça qu'on vous a montré la définition d'immeuble d'habitation, parce que pour pouvoir être exonéré en vertu de l'article 2, bien, il faut qu'on vende un immeuble d'habitation, donc c'est quand même important. Puis ça peut être un agrandissement,
à cet immeuble-là. Tout ce qui va être inclus dans l'immeuble d'habitation va pouvoir être exonéré en vertu de l'article 2. L'article 2, mais c'est un immeuble qui est vendu par une personne qui n'est pas le constructeur. Donc, si moi, je vends ma maison, puis que je n'ai pas effectué malgré que j'aurais effectué des rénovations majeures, mais si je vends ma maison parce que je ne suis pas le constructeur puis que ça se qualifie d'immeuble d'habitation, elle va être exonérée en vertu de l'article 2. Fait que ça pourrait être l'exception la plus fréquente qu'on voit. Ensuite, l'article 3, c'est un immeuble d'habitation qui est vendu par un constructeur, pourra quand même être sous certaines conditions être exonéré. Donc, j'ai construit un immeuble d'habitation, je me suis autocotisée, j'ai remis les taxes là, à la suite de la fin de la construction lorsque j'ai commencé à louer. Elle va quand même pouvoir être exonérée en vertu de l'article 3. Puis l'article 4, c'est un constructeur qui a construit une résidence, mais qui l'a habitée. Fait que même s'il était constructeur, le fait qu'il l'a habité, ça va pouvoir être exonéré en vertu de l'article 4. Puis sinon, après ça, l'article 9, pour les particuliers, c'est comme l'article qui vient dire que tout est exonéré, sauf les exceptions qui sont vraiment prévues. Puis ces exceptions-là, c'est, mettons, un bien qui était utilisé principalement dans le cadre d'une activité commerciale ou d'un projet à risque. Fait que là, c'est pour ça que les règles d'impôt viennent se rejoindre là, avec la taxe aussi, là. J'ai peut-être devancé un peu. Je ne sais pas combien de temps que j'ai. Il me reste 3 minutes, c'est ça? OK, fait que je vais la skipper, celle-là. Celle-là aussi. Tantôt, j'ai parlé de fourniture à soi-même. C'est vraiment en vertu des règles là, des articles 190, 191. S'il y a un particulier qui construit sa résidence, selon la règle générale, quand je construis une résidence dans le but de la louer, je vais être visée par les règles de fourniture à soi-même, mais il y a une exception au paragraphe 5 de l'article 191 qui vient dire que si tu as construit la résidence dans le but de l'habiter et que tu n'as pas réclamé de crédit taxe sur les intrants, bien, tu ne seras pas visé par ces articles-là, puis tu ne seras pas considéré comme un constructeur. La prochaine conférence était midi, il est 43, il reste 15 minutes. Il me reste 15 minutes? OK, je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre après. Ah, OK. Fait que je peux ralentir. Si je ne vous endors pas, je vais continuer d'abord. Donc, la définition de constructeur est vraiment importante parce que si la personne est considérée constructeur, bien, la revente de la propriété serait réputée être taxable parce qu'on ne rentrerait pas dans les exceptions qu'on a vues tantôt. Puis, comme je disais, le particulier qui construit une maison dans le but de l'habiter, bien, il ne sera pas réputé agir dans le cadre d'un projet à risque ou d'une affaire à caractère commercial, puis la revente de la propriété va pouvoir quand même être exonérée en vertu des articles mentionnés. Entreprise, un peu la même chose que la règle qui existe en impôt, là, les commerces, les industries et professions, je ne vous embêterai pas avec ça. Ici, on venait vraiment mentionner, puis ces jugements-là sont vraiment bien expliqués dans l'article de Julie Hébert-Tremblay. Elle vient vraiment faire l'historique des jugements sur lesquels on peut s'appuyer ou qui peuvent être utilisés contre nous dans la situation où est-ce qu'on prétend ne pas être dans le cadre d'un projet à risque ou d'une affaire à caractère commercial. Dans le cas de ces jugements-là, il y a vraiment eu il y a des critères qui ont été établis pour déterminer si on agit dans le cadre d'un projet à risque ou d'une affaire à caractère commercial. Puis les 3 conditions sont l'intention du contribuable, sa conduite, puis la nature du bien en question. Puis après ça, ça c'était avec le jugement là, mentionné tout à l'heure. Happy Valley Farms est venu un petit peu détailler c'était quoi les critères pour venir déterminer si on était dans le cadre d'un projet à risque. Puis pourquoi ça nous intéresse en taxe, mais c'est que, encore là, c'est la notion de constructeur. Est-ce que j'étais dans le cadre d'un projet à risque qui ferait en sorte que quand j'agis, quand je construis une maison, si je suis constructeur, bien là, la revente va devenir taxable. Encore là, ils sont venus dire que la nature du bien qui était détenu, la durée de possession, la fréquence, le nombre d'opérations similaires. Vous allez voir tantôt, on va voir un co-vécu là, qu'on pourrait tomber dans ces critères de projet à risque-là. Quelle amélioration on a fait au bien? C'est quelles circonstances qui ont fait qu'on a on a procédé à la vente? Puis c'est quoi les motifs de la vente en question? Ensuite, Canada Safeway, ils sont venus dire que c'est l'intention première qui est importante, même si on pouvait, au moment où on a acheté un bien, quelles étaient notre intention. Donc, si j'ai acheté une maison, puis mon intention était de l'habiter, de l'utiliser comme ma résidence, malgré le fait que je pouvais avoir une intention secondaire qui était de faire du profit, bien, c'est vraiment l'intention
principale là, qui est importante. Finalement, dans le jugement P. Racine, A. Demers et F. Nolin, le juge Noël là, il établit qu'une personne qui achète une résidence pour y vivre, puis il la revend ensuite là, parce qu'il a reçu une offre élevée, là, malgré le fait qu'il a décidé de la vendre parce qu'il voulait faire de l'argent, c'est quand même son intention initiale là, qui est importante. Puis souvent, ben moi, en tout cas, dans les situations où est-ce que j'ai eu des discussions avec l'ARC puis avec Revenu Québec, c'est qu'on dirait qu'ils fixent sur l'intention secondaire puis qu'ils veulent... puis ils utilisent cet élément-là contre nous pour venir conclure là, qu'il y a un projet à risque. Il y a une autre exception qui peut s'appliquer qui pourrait faire en sorte que la vente... d'une maison pourrait devenir taxable, puis c'est si on a effectué des rénovations majeures. Puis récemment, on a un dossier en cours avec Revenu Québec où est-ce que Revenu Québec prétend qu'on a fait des rénovations majeures, ce qui fait en sorte que la revente de la propriété, elle devient taxable si on a effectué des rénovations majeures. Puis moi, je vous dirais, ça fait quand même plusieurs années, je ne dirais pas le nombre d'années, là, mais que je pratique. Habituellement, Revenu Québec prétendait qu'on n'avait pas effectué de rénovation majeure parce qu'ils ne voulaient pas nous donner le crédit pour les immeubles d'habitation neuve. Fait que c'était toujours le discours, c'est que non, vous ne vous qualifiez pas à une rénovation majeure, puis on vous refuse votre remboursement. Puis souvent, bien, les montants ne justifient pas d'aller pousser plus, fait qu'on laisse tomber. Mais dans le cas où est-ce qu'on a présentement, c'est que le client il a vendu la maison pour environ 2 millions, puis il n'a pas perçu la taxe, puis que le Revenu Québec est arrivé par après, puis il a dit, bien, nous, on pense que tu as effectué des rénovations majeures, puis on réclame là, 15 % de taxes sur la vente de la propriété. Alors, dans ce cas-là, ça valait la peine. On est toujours en discussion, mais je pense que je vais vous présenter le cas tantôt, là, puis ça change du tout au tout. Donc, si on a effectué des rénovations majeures, puis que ce n'était pas notre résidence, bien, la revente de la maison pourrait devenir taxable. Fait que c'est des questions qui sont quand même importantes. 2 minutes? OK. Bon, fait que finalement, là, il faut que je me presse. Le bulletin d'information technique, le B092, il présente les situations, les méthodes qui peuvent être utilisées pour déterminer si on a effectué des rénovations majeures. Fait que je vous le recommande. Par contre, le bulletin, il est plus publié pour déterminer si on a le droit au remboursement et non si la vente de la propriété, elle est taxable. Mais les mêmes critères sont applicables, vous pouvez vous y fier. C'est 12, OK. Bon. Oh, Véronique! Sans pression. Ça, c'est l'adaptation. Oui, c'est ça. Non, je vais être bonne, là. Mais là, j'ai chaud. Mais 12 minutes, c'est mieux que 2. C'est un fait. Si on fait un ajout majeur, là, vu qu'il me reste 12 minutes, j'ai le temps de s'en parler. Un ajout majeur peut faire en sorte que la nouvelle résidence est considérée comme une maison tout à fait nouvelle, puis malgré le fait que dans la partie existante, on n'ait pas fait des rénovations majeures. Mais pour que ça se qualifie d'ajout majeur, on doit doubler la superficie de la propriété, ce qui est quand même important. Puis ensuite, on doit aussi effectuer des changements physiques. Donc, soit changer l'entrée, restituer la cuisine, modifier là, physiquement là, l'utilisation de la propriété. Puis après ça, on doit aussi rénover de façon majeure 50 % du restant de la partie existante de la maison. Si ça se qualifie d'ajout majeur, bien, c'est comme si on avait une maison neuve. Puis si on la revend, bien, elle peut devenir taxable. Donc, on a juste listé là, les jugements sur lesquels on pourrait utiliser pour déterminer si on a effectué des rénovations majeures. Il y en a beaucoup, c'est toutes des procédures informelles. Fait que moi, je me suis déjà fait dire par Revenu Québec, c'est une procédure informelle, on n'est pas obligé de la suivre. Fait que là, moi, je vous dis, il existe ces jugements-là, mais prenez-le avec un grain de sel, c'est des procédures informelles. Mes fameux exemples. Puis c'est vraiment là que je pense que dans la dernière fois que j'ai fait ma présentation, c'est là que les gens ont apprécié. Là. Puis c'est vraiment des exemples vécus. J'ai changé les noms, j'ai changé les endroits pour pas que les personnes, qu'on puisse reconnaître les dossiers. Là. Mais mon premier exemple d'une personne qui serait constructeur, c'est une cotisation TPS-TVQ pour un monsieur, une madame là, qui avait construit des maisons pour en tirer profit. En fait, c'est ce que
les autorités fiscales disaient, c'est que vous aviez construit toutes ces propriétés-là pour en tirer profit. Puis, je vous dirais qu'ils ont un carnet de route là, assez impressionnant, parce que moi, personnellement, je n'aurais pas construit toutes ces maisons-là. Juste l'idée de penser à déménager, ça me lève le cœur. Fait que je me dis, eux autres, ils étaient vraiment bien organisés. Donc, monsieur et madame, là, c'est des personnes qui avaient des emplois. Madame, c'était une directrice d'école. Monsieur, c'était un enseignant aussi dans le domaine, un domaine connexe à la construction. Monsieur, il était inscrit à la TPS-TVH. Il avait une entreprise là, d'inspection de bâtiments ou de maisons. Son entreprise, elle n'a jamais vraiment levé, mais il y avait ses numéros. Puis, on s'est servi de cette information-là contre lui pour venir appuyer le fait qu'il exploitait une entreprise. C'était un plan de retraite, fait que finalement, ça n'a jamais marché, puis les numéros de taxes ont été fermés par la suite, mais n'empêche qu'ils se sont servis de cette information-là contre lui. Monsieur, là, c'est pas un entrepreneur en construction, il a des connaissances parce qu'il a une entreprise d'inspection, mais il n'est pas apte à construire des maisons. Il a toujours engagé des corps de métier, puis il a comme supervisé là, les travaux. Il y a 2 maisons dans la liste qui avaient été vendues, qui ont été cotisées par la RC. Puis, on est venu dire que les ventes auraient dû être taxées. Fait que, tu sais, que quand tu n'as pas perçu de taxe, puis que tu dois l'apercevoir, ça fait une grosse différence. Comme je vous mentionnais, monsieur, il avait fermé l'entreprise, c'est le numéro TVH là, en 2022. Puis, les 2 maisons en question, là, les autorités, là, ils cotisaient le montant de la taxe qui prétendait s'appliquer. Là, vous allez avoir un indice du coin de pays d'où je viens, parce que j'ai utilisé vraiment les exemples. Là. Je parle de, comme je vous dis, Rimouski, mais c'est vraiment pas l'endroit. Là, mais fait que la première propriété, on avait acheté en 2012 pour 369 000. Les chiffres sont possiblement vrais, par contre. Une maison sur la rue Saint-Germain à Rimouski. Puis, on l'a vendue en 2014 pour 500 000. Donc, la raison de la vente, la maison est trop petite, il y avait eu des naissances, puis ils voulaient déménager pour se rapprocher de leur emploi à Rivière-du-Loup. À la dernière minute, la madame, elle venait de Rimouski, puis sa famille était là, elle a choqué, comme on dit dans notre coin, puis elle a changé d'idée. Fait que là, mais le deal était déjà fait, la propriété était déjà vendue. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont racheté un terrain en face de leur ancienne maison, au 27 rue Saint-Germain. Fait que, tu sais, déjà, ça part mal. Fait qu'en 2014, on achète le terrain, puis on construit une nouvelle résidence au coût de 420 000. Puis cette résidence-là, on la vend en 2016 à 490 000. La raison, cette fois-ci, c'est que le père de madame était décédé, donc elle se sentait prête à déménager. Puis encore là, leur emploi était toujours à Rivière-du-Loup, donc l'objectif était de se rapprocher. Puis là, on est tout à fait on se rapproche de 40 km de notre emploi, là. Donc, suite à la vente de cette propriété-là, on achète à Rivière-du-Loup, au 399 rue de l'Hôtel-de-Ville, là, une maison à 450 000. C'était une maison usagée. C'était pas nécessairement la maison de notre rêve, mais c'était de leur rêve, mais c'était un compromis. Ils la revendent en 2017 pour 455 000. Cette fois-ci, c'était une autre raison. Tu sais, quand tantôt on a parlé de menaces à la sécurité, là, c'était vraiment leur fille subissait de l'intimidation à l'école où est-ce qu'elle allait. Puis, madame étant une directrice d'école, elle n'a pas niaisé là-dessus. Elle a sorti sa fille de l'école, puis elle l'a changée. Puis là, ils sont revenus à Rimouski. Ils ont acheté au 58 rue du Bosquet une maison en 2017. C'est une nouvelle construction pour 510 000. Puis cette maison-là, on l'a vendue en décembre 2018 pour 595 000. Encore là, peut-être, menace à la sécurité. Il y a un problème avec le voisin. Le voisin nous intimide. On n'est plus à l'aise à s'installer sur le bord de notre piscine. Puis, on décide de vendre la maison pour cette raison-là. Il y a même eu un litige avec les avocats. On était quand même capable de prouver que ça s'était passé. Donc là, on achète sur la même rue, au 18 rue du Bosquet, une maison en 2018. Puis, on la construit pour 800 000. En 2021, on la revend à 905 000. La raison de la vente, c'est que là, leurs enfants sont rendus assez vieux. Ils s'en allent au cégep. Puis, on décide là, maintenant de se rapprocher de notre
de notre emploi à Rivière-du-Loup encore là. Donc, on rachète en 2021 une maison à Rivière-du-Loup, au 2208 rue Agnès-Giguère à Rivière-du-Loup. Puis, le client, il est toujours là. Fait que là, ça fait un petit bout, je ne l'ai pas présenté, mais c'est les conclusions des autorités fiscales, c'est que la vente des résidences 4 et 5, là, on considère que c'était vraiment des coûts d'argent qu'on a voulu faire. Puis, ils viennent nous dire qu'on était des constructeurs, puis on aurait dû percevoir la TPS-TVQ. Fait que là, si on se rappelle les exceptions, pour être constructeur, il faut qu'on construise une maison dans le cadre d'un projet à risque ou d'une affaire à caractère commercial. Puis, si on l'a habité, bien, il faut qu'on l'ait habité à des fins personnelles. On habitait là, tu sais, c'était l'endroit où on produisait nos déclarations d'impôts, c'est là où étaient nos biens les plus précieux, c'est là qu'on fêtait les anniversaires, c'est là qu'on fêtait Noël, etc., etc. Les clients avaient vraiment vécu dans les maisons, puis ils nous ont prouvé, tu sais, les enfants étaient inscrits à ces adresses-là, à l'école. C'est là où est-ce qu'on avait des hypothèques, puis probablement on a eu des pénalités, je me rappelle peu dans le détail, là, mais en fait, nous, on était, en vertu de l'article 191, paragraphe 1 et 191, paragraphe 3, on concluait que les clients n'étaient pas des constructeurs, qu'ils avaient effectivement utilisé les maisons à des fins résidentielles, à leurs fins personnelles, et que la revente n'était pas taxable. Ce dossier-là, on est en opposition, puis j'imagine on va avoir des nouvelles dans 2 ans, mais ou 3, ouais. Mais le problème dans ce dossier-là aussi, c'est que les clients étaient vraiment organisés, puis ils avaient beaucoup d'informations, mais c'est de toutes... puis encore là, il ne faut pas sous-estimer les réponses qu'on donne aux vérificateurs, parce que tout ce qu'on dit est utilisé contre nous, là. Puis dans ce cas-là, c'est ça, c'est que le client avait essayé de gérer la vérification lui-même, puis finalement, ben il a eu besoin de nous autres pareil, puis même que là, on est de 2-3 ans là, à attendre avant d'avoir le dénouement. Alors ça, c'était ma première histoire d'horreur. La deuxième est moins pire. C'est un particulier qui avait obtenu un emploi à Gaspé, puis il était originaire de Rimouski, mais il avait quand même décidé d'accepter l'emploi, puis s'était construit une maison neuve. Fait que là, ben, le projet de construction a suivi son cours. Puis quand le projet était terminé, puis il pouvait finalement emménager dans la maison, il y a eu une offre d'emploi à Rimouski. Puis, ben, vu qu'il était originaire de Rimouski, puis probablement des meilleures conditions, il a décidé de vendre la maison et de déménager à Rimouski. Fait que là, c'était quand même facile de prouver qu'on avait un nouvel emploi, puis qu'on se rapprochait de 40 km en déménageant. Fait qu'à ce moment-là, la revente de la résidence, malgré qu'on ne l'avait jamais vraiment habitée, on l'avait construit à des fins personnelles. L'objectif était de l'habiter. On n'était pas un constructeur, donc la revente n'était pas taxable. Et dans ce cas-là, on était correct. On ne s'est pas fait cotiser. Autre exemple, rénovation majeure, c'est ben, mon histoire de tantôt. Là. Dans ce cas-là, c'était une société. Donc, ce n'était pas un particulier qui procédait aux constructions, mais lui, ce qu'il faisait, encore là, ça, c'est l'histoire d'un contribuable qui a essayé de s'organiser lui-même. Il a répondu au fur et à mesure du projet de cotisation à la vérificatrice. Au fur et à mesure de la vérification, il a discuté avec la vérificatrice. Puis la première chose qu'il a dit, c'est moi, quand je fais un projet, j'achète une maison, je rentre puis je strippe tout. Fait que déjà, ça part mal. Fait que l'histoire en question, il avait acheté un duplex puis qu'il l'avait converti en immeuble d'habitation en logement unique. Donc, malgré qu'on convertit un immeuble d'un immeuble logement, 2 logements à 1, c'est pas nécessairement des rénovations majeures, puis il n'y a pas vraiment d'article de loi qui dit que ça deviendrait taxable. Donc, la façon que ça devienne taxable, bien, il faut que le client ait effectué des rénovations majeures. Puis c'est une entreprise qui était inscrite à la TPS-TVQ. Ce qu'il avait bien fait, par contre, c'est sur tous les travaux qu'il avait engagés, il n'avait pas réclamé de CTRTI. Donc, on pouvait quand même rentrer dans les exceptions si on était en mesure de démontrer qu'on n'avait pas effectué de rénovations majeures. On a présenté, je pense, 3 façons d'effectuer les calculs là, pour déterminer si on avait effectué des rénovations majeures à la propriété. Nos 3 suggestions ont été refusées. Puis la réponse qu'on a reçue de Revenu Québec, c'est de dire, bien, nous, on pense que la maison a de l'air neuve, donc c'est une rénovation majeure, puis vous nous devez la taxe sur le montant de la vente. Quand on regarde la définition, on l'a regardé tantôt, c'est que tu as remplacé la totalité ou presque de l'intérieur de la résidence.
nous, on est d'avis que ça ne se qualifie pas de rénovation majeure. On l'a prouvé avec les chiffres. On a utilisé les 3 méthodes qui sont prévues dans le B092. Là, on est en attente. Ils ont comme inventé une nouvelle façon de déterminer s'il y avait des rénovations majeures. J'ai hâte de voir... J'ai hâte de voir l'argumentaire et la réponse, mais la question, c'est est-ce que c'est des rénovations majeures? Parce que si la réponse est oui, c'est que oui, j'aurais dû percevoir la taxe parce que je ne l'ai pas louée, je ne l'ai pas occupée. Mais c'est celle-là aussi, on est en attente. Donc, notre conclusion de tout ça, c'est que, en tout cas pour moi, les règles de Philippe Immobilier changent votre vie, mais ils ne changent pas l'application de la TPS-TVQ. Les mêmes règles sont là. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises, éduquer vos clients de conserver leurs documents, parce que j'ai une autre histoire d'horreur qui n'est pas dans la liste, que le client, il avait comme tout jeté, ses papiers, lui pensait qu'il tournait à la page. Fait que ça devient difficile après de prouver qu'on a vraiment habité en quelque part. Si on n'a plus de facture d'électricité, quand on n'a plus de facture de téléphone, on n'a rien, ça devient difficile. Puis comme on le dit, le diable est dans les détails, il faut vraiment être méticuleux puis conserver les preuves. C'est une question de preuves, puis habituellement, on ne veut pas se retrouver devant le juge, fait qu'il faut s'organiser pour pouvoir le prouver autrement. Fait que prenez des photos, gardez des documents, parce que encore là, mon monsieur qui a converti son duplex, s'il avait pris des photos, s'il avait gardé des factures du nombre de feuilles de gyps qu'il avait remplacées, peut-être qu'on aurait été en mesure de se défendre autrement. Des plans tels que construits, ça peut être utile aussi. Alors, tout ce que vous pouvez conserver, le mieux que c'est pour se défendre dans une situation de vérification. Alors, ça fait le tour. On va prendre une suite. Oui, une suite à Mira. Oui, c'est vrai. Si vous m'invitez, je vais venir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Bien, merci de votre attention.